Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Madi Lucas, présidente fondatrice de Secours Rural du Gabon, une ONG qui œuvre pour l'éducation et la santé en milieu rural gabonais. Je viens ce soir pour faire ce nouveau numéro ayant pour sujet la vie de l'enseignant en milieu rural gabonais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux répondre à la question de deux abonnés. À savoir pourquoi Secours Rural du Gabon n'a pas honoré à son engagement en août dernier, c'est-à-dire août 2024, comme annoncé sur les réseaux sociaux. Donc, à savoir sur nos pages. Je pense Facebook, hein, je pense Facebook. Je remercie aux abonnés qui nous montrent leur attention, qui nous montrent qu'ils nous suivent. Secours Rural du Gabon n'a pas honoré son engagement, pas de son propre vouloir, non. Le dire, ce sera pas bien, ce sera pas gentil. Ce sera pas honnête de le dire. Alors, Secours Rural du Gabon travaille avec une compagnie maritime depuis sa création, parce que là, nous sommes 2024, ça va faire 8 ans. 2025, ça fait 9 ans que... En 2025, nous serons à la 9e année de la création de l'ONG Secours Rural du Gabon. Alors, nous avons bien envoyé la collecte des dons de toute l'année 2023, hein, 2023 jusqu'en... Non, toute l'année 2024, et une partie de 2023 aussi. Donc, fin 2023, nous avons collecté et nous avons bien envoyé. Alors, arrivé au Gabon, moi j'étais en congé professionnel, donc j'avais 30 jours de congé professionnel. Et je suis allée fermer un mois au Gabon pour attendre l'arrivée du conteneur. Malheureusement, le conteneur est arrivé un mois et demi plus tard. J'étais obligée de rentrer pour respecter mon engagement professionnel. Et à ce fait d'un commun accord, nous avons reporté la date de la distribution. Donc, elle se fera maintenant en 2025, début 2025. Sauf que pour le moment, je ne peux pas communiquer la date, malheureusement, parce que nous sommes sur les finalisations, parce que c'est un grand travail. C'est un grand travail. C'est vrai que vous allez poser la question, mais pourquoi le contenu est arrivé et que ça ne peut pas être distribué? Ça ne peut pas être distribué parce que depuis la création de l'ONG Secours Rural du Gabon, j'étais présente sur le terrain 2 fois, à savoir en 2017 et en 2019. J'ai été sur le terrain et ça faisait longtemps que je n'avais pas été au contact de la population. J'ai voulu donc participer. Et je tiens à participer parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, être au contact des enfants et des personnes âgées, leur laisser le temps de s'exprimer, de me dire ce qu'ils veulent en plus de ce que je fais, de ce que nous faisons. Voilà. Alors, nous sommes là-dessus, nous sommes en train de finaliser. Et parce qu'avant ça, il y a des gadgets à faire. Il faut faire des gadgets, il faut préparer les voitures qu'il faut louer parce que c'est un travail. C'est un travail, il faut louer les voitures qui quittent de la capitale en province et du chef-lieu de la province dans les villages. Donc, c'est pas... Et dans les villages, voilà, on a besoin des t-shirts. On a besoin de t-shirts, on a besoin de nos gadgets, on a besoin de trouver un logement aussi, de s'organiser pour la ration et le séjour également. Donc, c'est tout un processus qu'il faut mettre en place avant de passer à la distribution des dons. Donc, c'est cela. Et je tiens à être présente. Donc, ils sont obligés de m'attendre.
ça a été convenu comme ça. Donc, je vais arriver. Et, je vais encore travailler un tout petit peu et puis demander de la permission pour quelques jours. Ensuite, je reviendrai. Donc, en attendant, il y a eu une prédistribution, c'est-à-dire en partant au Gabon, dans mes valises en soute, pardon, mes valises en soute, j'avais prévu des imperméables parce que dans le village, dans le village de ma mère, voilà, dans le village de ma mère, il y a des enfants qui avaient besoin d'imperméables et il fallait leur distribuer. Donc, j'avais amené quand même le nombre dans ma valise du village de ma mère et du village voisin. Voilà, du village voisin aussi. Donc, et avec 200 médicaments, 200 médicaments dans ma valise que j'ai distribués pendant mon séjour là. Pendant mon séjour, j'ai distribué. Dans le conteneur, il y a plusieurs imperméables, là, il y a plusieurs médicaments aussi. Donc, il était question qu'on donnait à tous les enfants sur 40 villages. La province de Wellington a été choisie pour 2024 et 2025 est prévu pour le Haut-Ogooué. Donc, suite à ce chamboulement de programme, nous avons décidé de distribuer les dons sur année 2025, c'est-à-dire le Wellington en début 2025 et le Haut-Ogooué en fin 2025. Comme ça, on rattrape 2026. Parce que s'il faut laisser le Haut-Ogooué pour 2026, le programme sera bouleversé. Donc, c'est un peu cela. J'espère avoir répondu à la question des abonnés et que ça a été clair. Voilà, merci beaucoup. Alors, on passe au vif du sujet. La vie de l'enseignant en milieu rural gabonais. Comment vit un enseignant en milieu rural gabonais? L'enseignant en milieu rural gabonais vit dans une situation très difficile, très compliquée, parce que déjà je dois préciser que l'enseignant est un personnel éducatif très important dans la vie d'un être humain. L'enseignant est au cœur du développement d'un pays. C'est l'enseignant qui éduque en second. Parce qu'en premier, c'est d'abord les parents et en second, c'est l'enseignant. Lorsque l'enfant est en âge, évidemment, de rejoindre un établissement scolaire, c'est à ce moment que l'enseignant prend le relais. Il contribue à l'éducation d'un enfant. Et c'est également cet enseignant qui forme un enfant. Donc, c'est lui qui forme tout le reste des métiers, c'est lui qui forme, c'est l'enseignant. Et c'est cet enseignant qui est malheureusement abandonné dans les villages gabonais pour des raisons professionnelles. Lorsqu'il va en affectation en milieu rural gabonais, dans les villages, lorsqu'il va en affectation, pour la plupart, ce sont des stagiaires. Pour la plupart, ce sont des bénévoles aussi qui y sont. Hein. Il y a aussi des habitants des villages, certains jeunes qui ont des diplômes, qui ont des brevets et qui se décident de se lancer dans l'enseignement. Alors, on les forme sur le tas. On les forme sur le tas et ils dispensent vraiment de manière bénévole. Ces personnes sont oubliées, hein, sont oubliées. Je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas si à la date où je vous parle, nous sommes, je crois, le 2 novembre 2024. Je ne sais pas si ça a changé. Je ne sais pas. Mais à mon époque, ce sont des enseignants qui ne recevaient même pas un centime à la fin du mois. Mais qui le faisaient pour aider, évidemment, les enfants de leur village, hein, ou de leur contrée. Donc, ils le faisaient vraiment de manière bénévole, sans rien attendre en retour. Vraiment du bénévolat, c'était vraiment du bénévolat. Donc, eux, vraiment, je ne sais pas si leur situation a changé ou pas.
S'il n'a pas changé, vraiment, c'est dommage. Et j'espère que le ministre, notre ministre actuel, est sur ce dossier. Alors, ceux qui sont stagiaires, qui reviennent d'autre part, sont les plus vulnérables. Parce qu'encore, ceux qui sont autochtones, bénévoles, sont chez eux. Mais ceux qui sont étrangers dans ces villages, c'est-à-dire des enseignants affectés par le ministère de l'Éducation nationale, qui arrivent, sont vulnérables parce que là, ils n'ont pas de parents, ils ne connaissent, ils n'ont pas d'affiliation avec ces personnes et qui sont dans une situation de précarité où ils n'ont pas de quoi se soigner, ils n'ont pas de quoi s'alimenter, ils n'ont pas de manière autonome, hein, ils n'ont pas de quoi s'alimenter, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de moyens de transport, ils n'ont pas de transport, ils n'ont même pas de route. Enfin, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont même pas de logement. Et lorsqu'ils sont affectés comme ça, ils ne reçoivent même pas un bon de caisse quelconque du trésor ou de l'État, en un mot, de l'État. Lorsqu'il va comme ça, il va à ses propres frais et il travaille à ses risques et périls. S'il est malade et qu'il n'a pas un moyen de transport, soit la collègue des enseignants l'aide pour l'évacuer dans un centre hospitalier de la place, soit il fait recours à la forêt pour cette grand-mère, donc les plantes, les écorces, les racines. Voilà. Donc, pour s'alimenter, il est obligé de sympathiser avec la population rurale pour que ces femmes puissent lui demander, puissent l'offrir le champ de se servir. Donc, de prendre des tubercules, de prendre du manioc, de prendre des feuilles de manioc, de prendre du maïs, etc., etc., etc. Donc, là où il est même logé, il est logé chez... Il n'y a pas un logement pour les enseignants, hein. Dans les villas, il n'y en a pas. Je ne sais pas si en zone urbaine, il y en a. Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas logé dans les logements de l'État. J'avais mon logement privé. Voilà. Donc, je ne sais pas si, de nos jours, l'éducation nationale a des logements. Je ne sais pas. Mais, à ma connaissance, je ne pense pas que c'est déjà. Alors, il est logé chez un chef de village ou chez un habitant du village. Donc, quand il est logé comme ça, c'est l'hébergeur qui l'offre le lit, qui l'offre le matelas, qui l'offre parfois aussi une lampe tempête. Parce que quand il part là-bas, il n'est pas au courant qu'il n'y a pas d'électricité. Enfin, qu'il n'y a pas de groupe électrogène. Il n'est pas au courant. Quand il arrive, c'est l'hébergeur qui fournit et le lit, et le matelas, et la lampe tempête. Si tu arrives dans une maison où l'hébergeur n'a pas assez de lampe tempête pour toi, donc, en attendant que tu te débrouilles, un parent peut peut-être envoyer un intermonnaie, je ne sais pas comment ça se passe là à l'époque. Nous, on avait la poste. À l'époque, c'est à mon époque, il y avait la poste. Donc, en attendant que tu ailles prendre ton mandat à la poste, tu vas dormir avec une lampe, avec une torche indigène, ou une bougie, ou une torche à pile. Voilà. Donc, il n'y a pas de douche, on se lave à la rivière. Je ne l'ai pas connu personnellement. Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'étais bien logée. J'étais bien logée. Je n'ai pas connu cela, mais je l'ai vu avec mes collègues enseignants dans certains villages. Et il y a aussi certains hébergeurs qui ont un groupe électrogène. Il faut contribuer parce que si l'hébergeur t'offre, il paye le carburant du groupe électrogène aujourd'hui, lundi, il paye mardi, il paye mercredi. Il fait ça pendant une semaine. La seconde semaine, il commence à te regarder, tu es monsieur l'enseignant ou madame l'enseignante. Il faut bien que tu contribues. Donc, l'éducation nationale nous humilie. L'éducation nationale humilie l'enseignant qui forme les Gabonais, qui forme les médecins, qui forme les magistrats, qui forme même le policier, qui forme même le monsieur de la solde. C'est l'enseignant qui fait ce travail-là. Qui forme l'agent de la SEG. C'est l'enseignant. Qui forme le médecin, l'infirmier, etc., etc. C'est l'enseignant. Mais l'éducation nationale humilie
Cet enseignant-là qui donne tout le meilleur de lui-même pour un enfant. Donc ça, c'est la vie de l'enseignant. Donc, il faut parcourir des kilomètres. Quand il pleut vraiment, tu vas en classe avec des chaussures sales. Tu dois aller au champ. Pour les femmes, les enseignantes comme moi, on allait au champ. On est obligé de partir au champ. Après les cours, tu enlèves ta veste d'enseignante, tu mets une tenue voilà, adéquate et puis tu vas en bourse. Tu as la machette à la main, tu vas couper le bois parce que tu dois préparer. Si les bergers te fournissent la marmite, c'est pas son bois que tu vas aller prendre pendant une semaine ou même 2 jours. Un jour en passant, d'accord, mais le second jour, te dire, mais rien que le regard, hein. S'il est poli, le regard seulement qui te lance, tu comprends que Madame l'enseignante, il y a la forêt qui est là, il faut bien que tu y ailles. Donc, on est obligé de partir. Ça, c'est ce que nous vivons, nous enseignants, en milieu rural gabonais. Donc, le matin, tu es enseignante, l'après-midi, à l'époque, on faisait matin et soir. Donc, tu pars le matin au travail, à midi, c'est la pause. Pour manger, réchauffer ta nourriture, c'est le bois. Si tu n'as pas le bois, tu manges ta nourriture froide. Parce que le bon sens voudrait que tu ne déranges pas ton hébergeur. Il t'a donné un toit, donc tu ne peux pas demander plus que ça. Donc, tu manges ta nourriture froide, tu fais la sieste, et puis tu repars à 14h30. Quand tu sors à 17h30, ben, tu vas à la forêt. Donc, il y a un peu d'électricité en plus. Si tu n'as pas de lampe tempête, tu vas corriger tes devoirs, tu vas préparer tes cours et corriger les cahiers des enfants avec une lampe tempête ou la bougie. La méthode, c'est que pour que la bougie dure, on jetait les bougies dans de l'eau. Toute la journée, pendant que tu dispenses au cours, ça reste dans de l'eau. Et puis quand tu arrives, tu sors la bougie de l'eau, tu la plantes sur la table, si seulement si ton hébergeur a même une table. Sinon, tu es sur le banc là, tu es assise par terre, et puis tu transformes le banc en table pour corriger le devoir. Et tu as la bougie devant, où tu corriges, tu travailles toute la nuit. Là où tu es fatigué, tu dors. Et tu n'as pas 15 élèves. Tu peux avoir 80. Tu peux avoir 60. Tu peux avoir 30 élèves. Tu peux avoir... Voilà. Surtout dans les CP là. Ça, c'est la vie qu'un enseignant au village gabonais là, il vit comme ça. Donc, tu es obligé de prendre le mercredi en après-midi, samedi et dimanche pour préparer tes cours de la semaine. Toute la semaine, tu fais ça dans l'après-midi. Tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de corriger les cahiers la journée. Quand il fait encore jour là, tu corriges tes cahiers. Tu repars ton cours. Sinon, si malheureusement tu as un problème quelconque qui t'empêche de le faire, ben, tu vas le faire la nuit, dans des conditions pas possibles, pendant que nos collègues en zone urbaine, eux, ils ont l'électricité. Bon, à l'époque, parce qu'actuellement, il y a des coupures, il y a des coupures incessantes à Libreville. Enfin, dans le chef-lieu, on va dire. Donc, ben, à mon époque, nos collègues en zone urbaine avaient l'électricité. Nous, on n'avait pas. On n'avait pas. Donc, ça, c'est la vie de l'enseignant. Donc, l'enseignant peut manger le poulet. Tu vas manger le poulet avec quel argent? Ceux qui étaient fonctionnaires déjà allaient dans le 24, le 25, ils allaient chercher leur bon de caisse, ils allaient prendre leur argent, ils allaient dans le distributeur, dans les trésors et autres pour récupérer leur argent et ils pouvaient ramener 2 kilos, 3 kilos pour manger 1 ou 2 jours. Sinon, nous tous, on se nourrissait des bois de conserve. Tu n'as pas de congélateur, tu vas conserver le poulet où? Donc, tu manges le poulet pendant 2 jours. Et puis, à partir du 3e jour, ben, tu es abonné au bois de conserve. Tu es abonné au bois de conserve. Donc, cassoulet, maquerelle, sardines. À défaut, tu rentres dans la forêt. Tu rentres dans la forêt, tu vas manger des tubercules, tu vas manger, si un pêcheur passe par là, il te vend
du poisson. Si un chasseur passe par là, il te vend un gigot de viande. Voilà, pour que tu puisses au moins manger quelque chose. Sinon, tu es abonné au feu de manioc, au tubercule, au manioc, l'igname, taro et consorts, j'en passe. Vous connaissez. Ça, c'est la vie de l'enseignant. On n'a pas de logement. On n'a pas d'argent. On n'a même pas un bon de caisse. Même ceux qui font le bénévole sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, notre ministère nous humilie dans nos postes d'affectation dans les villages. Ça, c'est la vie que l'enseignant gabonais au village vit depuis des années. Parce que si moi j'ai trouvé ça, c'est que c'était déjà là. Et à ce jour, ça continue. Ça continue à ce jour. J'espère simplement que le ministre de l'Éducation nationale, que ce soit celle actuelle, que ce soit le ministre qui viendra, j'espère que notre ministre de tutelle va prendre en considération le bien-être d'un enseignant en poste d'affectation, parce que nous avons aussi des enseignants qui meurent sans percevoir leurs droits. Et lorsqu'ils meurent, je ne sais pas, hein, je ne maîtrise pas ce côté, je ne sais pas si leurs droits sont reversés à leurs enfants ou aux membres de leur famille. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas m'accentuer là-dessus parce que je n'ai pas la connaissance là-dessus, comment ça se passe, je ne sais pas. Mais est-ce que l'enseignant mérite, l'enseignant qui forme, qui éduque, est-ce que l'enseignant mérite un tel traitement? On l'afflige un tel traitement? Je dis non. L'enseignant mérite mieux que ça. Et l'enseignant mérite plus que ça. Donc, j'espère que le ministre de la tutelle regardera ce dossier et prendra en considération ce problème pour mettre les enseignants à l'aise. J'espère bien que ça arrivera un jour, et c'est d'ailleurs mon souhait, que l'on respecte l'enseignant, ce grand homme, parce qu'il est grand, il donne le meilleur de lui-même. Il transmet son savoir, le savoir à un enfant. Si un être humain sait lire, sait écrire, c'est l'enseignant qui apprend l'enfant les voyelles, les consonnes. Donc, c'était l'origine de ma vidéo ce soir, vraiment en espérant que les choses vont changer. Pour mes collègues en zone rurale et pour ceux en ville, parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont au niveau du côté de Lambaréné, hein, qui traversent qui prennent des pirogues pour traverser le Goué, pour aller enseigner dans les lacs, ou pour aller surveiller un examen, pour se rendre dans un centre d'examen. Donc, vous voyez un peu des risques. Pourquoi je disais que l'enseignant, lorsqu'il va en zone rurale, vraiment, il vit là-bas à ses risques et périls. Imaginez-vous une pirogue qui se renverse dans le fleuve Logoué, tu ne sais pas nager. Tu ne sais pas nager. Moi, comment je sais nager? Moi, je sais nager. Donc, si ça arrive là, vraiment, je me jette dans l'eau et puis je nage. Mais pour les enseignants, pour les personnes qui ne savent pas nager, je pense que tu meurs dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu vas transmettre ton savoir, le savoir à un enfant qui deviendra conseiller, ministre de l'Éducation nationale demain et qui va m'oublier. Il y a un enseignant qui traversait le Goué là-bas, il y a un enseignant qui traversait la forêt, il y a un enseignant vraiment Voilà, ils vont vous tous oublier. Donc nous espérons que notre ministre va prendre ce dossier en considération, va changer les choses au niveau de nos collègues en milieu rural gabonais. Nous espérons vraiment, c'est vraiment mon souhait. C'était l'origine de ma vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée.
selon votre position géographique. Merci. Au revoir.